Bienvenue dans la réalité que personne n'ose montrer. Et si la guerre moderne n'était qu'un piège sanglant, même à l'ère des drones? On croit comprendre la guerre en regardant les images du soir, mais ce qu'on voit, c'est un théâtre soigneusement mis en scène. La réalité du front, elle, reste cachée derrière les mots et les images officielles, loin des projecteurs, là où l'héroïsme s'efface et où la logique humaine disparaît. L'opération Kursk 2.0, baptisée par certains un percement audacieux, n'était en vérité qu'un piège mortel qui s'est lentement refermé sur ceux qui s'y sont aventurés. En surface, tout semblait calculé et maîtrisé. En profondeur, ce fut une plongée dans le chaos et la désorganisation, où les promesses de la technologie n'ont fait qu'amplifier la violence et la confusion. Dès les premiers combats, l'illusion de facilité s'est brisée contre la brutalité du front. Les unités avancées, persuadées d'ouvrir la voie à la victoire, se sont retrouvées happées dans un piège logistique et tactique, victimes de leur propre euphorie, abandonnées face à un feu croisé implacable et à des ordres qui ne venaient et émanaient jamais. Ignorer cette réalité, c'est accepter la version édulcorée que diffusent médias et propagande. C'est perdre la capacité de comprendre ce qui est vraiment en jeu dans ces opérations. Des vies sacrifiées, des fortunes englouties, et la réputation de nations entières, tout cela broyé au nom d'un récit qui vous détourne de la vérité. Pour saisir ce qui s'est réellement passé, il faut remonter au début de l'opération. Alors, comment une opération annoncée comme un nouveau triomphe militaire a-t-elle pu basculer si vite dans le cauchemar? Pour le comprendre, revenons ensemble à l'aube du premier jour. Tout commence par une illusion, celle d'un front silencieux, mais les indices de chaos s'accumulent en coulisses. Sur les écrans, le secteur du Nord paraît calme, presque figé. Pourtant, derrière cette tranquillité factice, des mouvements inhabituels sont détectés depuis plusieurs jours. Le commandement militaire, persuadé d'un simple leurre, refuse de croire à la réalité d'une offensive majeure. L'état-major attend un choc au sud, convaincu que le Nord n'est qu'un théâtre secondaire, une distraction parmi d'autres. C'est précisément là que l'attaque éclate, aussi soudaine que brutale. Au nord, contre toute attente, les colonnes blindées traversent la frontière à l'aube, prenant de vitesse les défenseurs désorganisés. Les premières lignes, composées pour la plupart de soldats peu expérimentés, sont balayées en quelques heures. Les renforts, attendus en vain, ne répondent pas. Les radios saturent de messages paniqués, mais personne ne vient. Cette absence de soutien transforme la panique en déroute. Très vite, la violence du choc se traduit par des pertes énormes, des dizaines de véhicules détruits, des centaines d'hommes hors de combat, le tout en une poignée d'heures. Le matériel s'accumule en tas calcinés et la ligne de front s'effondre, ouvrant ce que certains appellent déjà la porte de la souricière. Ce n'est plus une percée, c'est un effondrement, où chaque minute coûte des vies et des moyens irremplaçables. Cette mauvaise lecture du terrain et de l'ennemi ne se paie pas simplement en chiffres ou en matériel perdu. Elle brise la confiance, installe le doute et condamne à l'avance ceux qui s'y engouffrent. L'illusion de contrôle vole en éclats dès le premier jour, révélant l'ampleur du piège dans lequel la colonne s'enfonce, mètre après mètre. Mais pour ceux qui avancent, l'enfer logistique et tactique ne fait que commencer. Chaque kilomètre gagné rapproche un peu plus du cœur du piège. Quand la tactique s'écroule, commence le massacre. Une avancée fulgurante se transforme soudain en cauchemar logistique, où chaque mètre gagné se paie en sang et en ferraille brûlée. Au départ, la progression ressemble à un défilé triomphal. Mais très vite, la réalité s'impose. La souricière se referme. Les routes arrières, si précieuses, se couvrent de mines, rendant tout ravitaillement impossible. Derrière chaque virage, des drones kamikazes FPV guettent, frappant sans relâche tout convoi de carburant ou ambulance qui ose tenter sa chance. La logistique, ossature invisible de l'armée, craque sous la pression. C'est la ruée vers l'abîme. Les pertes en matériel et en hommes explosent. Impossible d'évacuer les blessés, impossible de recevoir des renforts ou des munitions. Les colonnes sont coupées de leur base arrière. L'isolement devient total. Dans le vacarme des drones et des explosions, certains combattants passent des jours entiers sans secours ni espoir de repli. Les appels à l'aide résonnent dans le vide, pendant que les listes de blessés et de morts s'allongent, anonymes, sur un territoire transformé en piège mortel. La guerre de logistique remplace la guerre de mouvement. Sans munitions, sans soins, la mort s'installe lentement, insidieuse. L'ennemi n'a pas besoin d'avancer. Il attend, il affame, il coupe les vivres. Les vivants survivent sur des rations de fortune, collectionnent les bandages sales et guettent la prochaine attaque de drones. L'héroïsme n'a plus de place ici. Seule la résistance à l'épuisement compte.
Ironie sanglante de cette campagne, au milieu des combats, une station de gaz, miraculeusement intacte, reste l'objet de toutes les attentions. Les deux camps y voient un trésor économique vital. Dans le chaos, ce site devient intouchable, protégé par une trêve tacite. Pendant que l'artillerie écrase les faubourgs, la station continue d'alimenter l'Europe, symbole du paradoxe ultime de la guerre moderne. On se bat à mort autour d'un robinet à gaz, que personne n'ose fermer. En quelques jours, l'effondrement logistique transforme les soldats en proie, les villages en ruines, la stratégie en absurdité. Plus de lignes de front claires, juste des hommes perdus au milieu de la technologie et du néant. Ce n'est plus une guerre, c'est une loterie de survie, où la chance et la cruauté dictent le sort de chacun. Mais alors que les drones et les mines semblent tout contrôler, un nouvel acteur inattendu bouleverse la donne. La nature elle-même reprend ses droits, redessinant le champ de bataille bien au-delà des calculs humains. Quand la boue, la météo et la confusion plongent les deux camps dans une nouvelle ère de chaos. La nature reprend brutalement ses droits, la fameuse Rasputitsa, cette saison des pluies transformant les routes en marécages, paralyse les chars occidentaux. Les moteurs s'enlisent, la tôle s'enfonce dans la boue, et l'offensive se transforme en un piétinement sanglant, digne des batailles du siècle dernier. Là où la technique promettait la percée, la nature impose l'arrêt brutal. Mais la météo n'est que le début du cauchemar technologique. Les systèmes de communication s'embrouillent, brouillés par les contre-mesures électroniques et les tempêtes magnétiques. Les drones, fierté de la guerre moderne, deviennent aveugles ou sont abattus par des interdictions radio. Alors, les soldats redécouvrent la peur du silence et du brouillard, celui qui régnait déjà lors de la Première Guerre mondiale. Plus Dieu dans le ciel, plus de certitude. Juste l'attente, la peur et la confusion totale. Cette confusion sème la panique à tous les niveaux. Les lignes de commandement vacillent, les ordres ne passent plus, et l'angoisse mène à l'erreur fatale. On assiste à des tirs amis, des pertes infligées par ses propres troupes et des soldats piégés par les mines qu'ils ont eux-mêmes posées la veille. On croit avancer, on tourne en rond dans des champs piégés, où chaque pas peut être le dernier. Le front se déshumanise à mesure que le contrôle disparaît. L'armée, aussi autrefois machinée et pilotée par l'intelligence artificielle, retombe dans la survie primitive. Fouiller les poches, dormir dans la boue, manger froid, espérer tenir jusqu'au matin. La technologie cède la place à l'instinct, mais l'instinct s'en ne suffit plus. La guerre se résume désormais à survivre, minute après minute. Quand le brouillard de guerre s'épaissit, tout le système s'effondre. Les pertes deviennent incalculables, la maîtrise du terrain n'existe plus. C'est l'anarchie, où la logique s'efface devant la fatalité et où l'illusion du contrôle s'effondre. Au bout de l'impasse, que reste-t-il ? Mais lorsque la logique s'effondre et que la survie devient la seule règle, un nouveau visage de la guerre se révèle, plus cynique, plus désespéré. Quelles sont alors les leçons à tirer d'un tel chaos ? Si la victoire n'existe plus, que peut-on en tirer ? Voilà la question qui dérange, mais qu'il faut absolument se poser. Parce qu'à force de scruter les seuls communiqués officiels, on oublie ce qui compte vraiment. Chaque décision politique, chaque récit médiatique masque un coût humain que l'on préfère ignorer. Les médias et le pouvoir cherchent à donner du sens, à justifier l'absurde par des discours de façade. Mais ce sens est souvent faux, ou construit sur le déni du prix payé par ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Derrière chaque image virale, il y a des familles brisées, des vies détruites et des conséquences qui, elles, ne disparaîtront jamais. Regardez la chronologie des faits. Chaque vidéo sensationnelle, chaque analyse à chaud s'efface en quelques jours. Mais sur le terrain, les cicatrices restent. Les pertes humaines et matérielles ne sont pas reversibles. Les opérations de propagande, elles, passent, mais la réalité ne s'efface pas. C'est là toute la différence entre l'écran et le réel. La vérité ne se trouve ni dans les communiqués, ni dans les chiffres annoncés au journal du soir. Elle se cache dans les faits têtus, dans les villages détruits, dans les noms des disparus. C'est cette vérité-là que l'on tente de faire oublier par le flot continu d'images et de récits simplistes. Pour le spectateur, il y a une leçon essentielle, ne jamais se laisser entraîner par la facilité du récit officiel. Développer une lucidité critique, c'est refuser d'être manipulé. C'est accepter l'inconfort de voir les contradictions, de questionner ce qui est tu et de comprendre que la guerre moderne n'offre pas de héros, mais des victimes de la logistique, de la technologie et d'une stratégie qui sacrifie l'humain. Ne pas tirer les leçons de cette opération, c'est s'exposer à refaire les mêmes erreurs de jugement, à devenir à son tour la cible d'une propagande qui recycle les mêmes images, les mêmes discours, sans jamais questionner les conséquences.
Être lucide, c'est choisir d'ouvrir les yeux, même quand la réalité dérange. Au fond, ce qui compte, ce n'est pas de savoir qui a avancé de quelques mètres ou qui a perdu plus de chars. Ce qui importe, c'est la capacité à voir au-delà des apparences, à reconnaître la mécanique implacable d'une guerre où la technologie n'est qu'un miroir aux alouettes et où la vérité reste la première victime. Il est temps de regarder cette réalité en face, de refuser l'anesthésie des discours et de décider, chacun, comment agir ou réagir face à la prochaine opération médiatique ou militaire. Mais alors que faire lorsqu'on se sent impuissant face à la répétition de ces drames? Voyons comment cette lucidité peut devenir un outil d'action, ou au moins une protection contre la manipulation. La guerre est un jeu de dupes où tous perdent, sauf ceux qui écrivent en l'histoire. Et c'est là l'ultime piège. Croire encore qu'il y a des vainqueurs et des perdants, là où il n'y a que ruines, mensonges et oubli. Depuis le début, chaque image, chaque récit officiel a masqué la réalité. Une opération présentée comme audacieuse mais qui n'était qu'un piège tendu, une répétition cruelle d'erreurs anciennes amplifiées par la technologie moderne. Drones, intelligence artificielle, munitions dites intelligentes, tout cela n'a fait qu'accélérer le désastre, jamais l'empêcher. Sur le terrain, il n'y avait pas de héros, seulement des hommes et des femmes broyés dans une machine qui sacrifie la logique humaine pour quelques kilomètres de bout. Ceux que l'on encense comme des stratèges, des généraux, ceux-là n'ont vu dans la chair humaine qu'une variable d'ajustement, un nombre à rajouter sur une carte, un pion à sacrifier pour la ligne suivante dans le rapport. La bataille de la deuxième Koursk n'a pas produit de vainqueurs, seulement des ruines et des listes de noms disparus. Les promesses tenues devant les caméras ne sont que des épitaphes prématurées. Combien de familles ont appris la vérité trop tard, derrière le rideau des chiffres officiels et des séquences virales soigneusement sélectionnées? Et vous? Ce que vous voyez, ce que l'on vous montre, est déjà un récit, un choix fait pour vous guider, pour limiter votre empathie, pour façonner votre opinion. La guerre moderne ne se gagne pas sur le terrain, mais dans les têtes, en contrôlant l'information, en imposant la peur ou l'espoir, en masquant l'horreur dans une brume numérique. Fermer les yeux sur la complexité, c'est accepter d'être manipulé. C'est perdre sa capacité à questionner, à douter, à défendre la vérité. Après chaque opération, chaque succès annoncé, la question demeure: à qui profite vraiment la version que l'on vous raconte? Ce qui s'est joué à Koursk, c'est la faillite d'un récit glorieux. La victoire qu'on vous promet, c'est un théâtre d'ombre où l'on cache la souffrance, où la logistique dévore les vivants sous les mines et sous la faim, et où la technologie, loin d'être la clé du salut, devient l'allié d'une absurdité sans fin. N'acceptez plus les réponses faciles. Derrière chaque image partagée, chaque bilan officiel, cherchez ce qui est tu, ce qui est ignoré, ce qui dérange. Car rester aveugle, c'est se condamner à revivre les mêmes mensonges, à perdre peu à peu son esprit critique, à oublier que derrière chaque donnée, chaque avancée stratégique, il y a des vies, des familles, des vérités sacrifiées. Réapprendre à regarder autrement, c'est retrouver le pouvoir de comprendre, de résister, de ne pas se laisser happer par le jeu cruel de la désinformation. Car la guerre, la vraie, ne se termine pas dans un communiqué. Elle continue longtemps dans les mémoires et dans la manière dont on choisit de raconter ou d'oublier.